Coralie Héritier, bonjour. Bonjour. Avant tout, j'aimerais pour les lecteurs qui ignorent ce que vous faites et quelles sont vos activités, vous décrire un petit peu les activités majeures, principales d'ITnomic. D'abord, c'est vrai qu'on est un pionnier, on est aussi un leader de ce qu'on appelle la PKI, qui est une technologie qui permet de faire beaucoup de choses et justement d'adresser des usages d'identité numérique, que ce soit pour les personnes, mais aussi pour les objets, parce que pour avoir un réseau de confiance, il faut donner des identités numériques aux objets, aux infrastructures, protéger les communications, et ça permet de protéger aussi les documents et les transactions. Mais maintenant on étend aussi notre champ à d'autres objets, parfois beaucoup plus petits, comme par exemple des capteurs tels qu'on en trouve dans l'industrie, qui ont besoin de s'authentifier auprès des serveurs pour être sûr qu'on a affaire à une entité de confiance et non pas à quelque chose de malveillant qui s'introduirait dans le système de production. Donc on donne des identités aux objets de différentes tailles dans les systèmes industriels ou bien des objets connectés de la vie courante. Où peut-on retrouver aujourd'hui dans la vie de tous les jours des traces d'ITnomic ? Dans des voitures par exemple, mais aussi quand on prend des trains, des avions, il y a un peu de notre technologie. Alors il y a quelque chose de très très courant qui est les passeports. Alors tout le monde n'a pas un passeport, mais il y a quand même 20 millions de passeports français en circulation. Et d'ailleurs dans le monde on équipe entre 25 et 30 pays en passeport biométrique. Et donc il y a un peu de notre technologie dans votre passeport. On protège ainsi les fichiers qui contiennent vos données biométriques et on intervient de manière générale dans tout ce qui est sécurisation du processus d'émission du passeport biométrique. Et en plus, ça sert aussi notre technologie à la vérification, c'est-à-dire qu'on est présent au moment de la vérification du document de voyage. Aujourd'hui, est-ce qu'il est indispensable de disposer de cette propre identité numérique, notamment par rapport au fait de la dématérialisation totale ? En fait, il y a beaucoup de choses qui sous-tendent le sujet. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'identité numérique, c'est vraiment un pilier de la cybersécurité aujourd'hui. Parce que c'est une sorte de sésame pour naviguer en confiance dans tous les systèmes, que ce soit les organisations, son travail, son quotidien, mais aussi les réseaux pour n'importe quelle personne, pour un citoyen, pour un accès à un service public. Ça devient fondamental d'avoir une identité numérique dans laquelle on peut avoir confiance, donc de niveau élevé. Donc il y a un sujet qui est la carte nationale d'identité électronique, qui doit répondre aux exigences d'un règlement européen qui est en vigueur depuis le mois d'avril de cette année, 2019, et qui en effet prévoit que les pays qui n'ont pas aujourd'hui de système, de carte d'identité sécurisée, ce qui est le cas de la France, doivent s'équiper de manière à produire les premières cartes nouvelle génération en mi-2021. Et ces cartes-là, ça doit être des cartes à puce qui doivent répondre en effet à un certain nombre de normes édictées par ce règlement, mais ça va être une véritable opportunité aussi de déployer de l'identité de niveau élevé parmi les citoyens. En parallèle de ça, il faut aussi proposer aux citoyens des identités numériques autres, pas forcément la carte nationale d'identité électronique, mais dans lesquelles le citoyen puisse avoir confiance et qui représentent une alternative pour accéder à des services, on va dire avec une certaine criticité, avec des données qu'on veut vraiment protéger, qui sont sensibles, qui sont personnelles. Donner une alternative à des identifiants, alors d'abord de type login, mot de passe. Les services, ça peut être quoi ? Alors aujourd'hui, on utilise déjà des identifiants pour accéder à des services de la caisse d'assurance maladie ou des services, les services des impôts. Voilà, c'est un exemple. Mais l'idée, c'est de déployer. Le gouvernement souhaite déployer de plus en plus de services en ligne parce que c'est dans le sens de l'histoire. Et puis, c'est aussi pour permettre. Y a une, je ne sais pas si vous avez vu, mais le gouvernement vient de sortir une feuille de route qui s'appelle tech.gouv et dans laquelle il prône on ne demande une information qu'une fois. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il faut digitaliser de plus en plus de services publics, de services de l'État. Donc tout ce qu'on faisait auparavant à des guichets, il faut pouvoir le faire en ligne. Je pense qu'il n'y aura pas une identité numérique. Il y aura certainement des identités numériques
peut-être de niveaux différents en fonction de la criticité des applications auxquelles on a besoin d'accéder. Ce qui compte, c'est qu'elles soient rassemblées et dérivées d'une identité pivot qui devrait être justement cette future carte nationale d'identité électronique. Donc c'est ce qui va arriver, parce qu'évidemment pour l'utilisateur ce qui compte ça va être la facilité d'accès et d'utilisation de ces identités numériques. Et les identités numériques elles vont se retrouver déjà dans les objets du quotidien. Je vous disais que déjà dans des voitures, il y a des systèmes qui permettent d'identifier le système d'information de la voiture. Donc quelque part, on a déjà des identités numériques sans le savoir, qui sont là pour nous protéger. Donc c'est bien que ce soit transparent. Et dans cette Smart City, tout ce qui va être interconnecté, donc les véhicules, mais donc aussi toutes les infrastructures de type feu rouge, régulation de la circulation, etc., tout ça va être empreint d'identité numérique au pluriel pour protéger et créer ce fameux réseau de confiance. Donc, dans tout ce qu'on produit en termes industriels, petit à petit, il va y avoir de l'identité numérique pour assurer cette confiance.